Aujourd'hui, je vous propose un épisode bonus spécial Burnout avec le docteur Stéphane Résimond. Comme vous le savez, depuis mon burn-out en 2019, j'ai à cœur de comprendre ce qui nous mène au burn-out et également comment s'en relever durablement. C'est d'ailleurs tout le sens de l'accompagnement que je propose à travers le bilan de compétences et de besoins spécial burn-out, qui vient de recevoir le premier prix psychologie. Cette méthodologie permet de retrouver son énergie, reprendre confiance en soi et retrouver sa juste place. Dans cet épisode avec le docteur Résimond, nous avons un vrai éclairage complémentaire et si précieux. En effet, il nous explique que le burn-out n'est pas un mal psychiatrique, mais endocrinien, et cette approche peut tout changer, car cela signifie qu'on peut s'en sortir rapidement. Nous avons également exploré en quoi certaines carences peuvent nous faire plonger dans le burn-out. Stéphane a profité de ses vacances pour faire l'interview avec son agenda surchargé, donc veuillez excuser les bruits de plage que vous pourrez entendre parfois derrière lui. Et parce que vous serez vite tenté de prendre des notes, j'ai un cadeau à vous offrir, un e-book offert où j'ai repris l'essence même de cette interview. Pour pouvoir avoir le lien, vous l'aurez dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute sur Pourquoi pas moi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Bonjour. Bonjour docteur. J'ai souhaité vous interviewer dans le podcast parce que vous avez un discours qui est très très loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le burn-out. Avant qu'on explore les questions, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je suis un cycliste qui s'est arrêté pour faire une interview sur le burn-out et je suis en vacances à Gran Canaria, donc je ne bosse que 6-7 heures par jour en vacances. Alors c'est 2 heures fois plus en vacances et je ne suis pas en burn-out, mais j'ai frôlé à 2 reprises, donc je peux en parler. Et Donc qu'est-ce qui voilà, vous a pour me amené présenter, voilà, moi je suis à à la vous base intéresser au... un spécialiste ORL, Oui, chirurgie des gorges-oreilles. Je fais maintenant une microchirurgie d'oreille, chirurgie endoscopique sinus. Enfin voilà, j'ai un parcours chirurgical très 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 étoffé. Je suis en cancérologie pure et dure, tête et cou, pendant quelques années à Bruxelles. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec la médecine que j'avais fort bien appris pendant mes études à l'Université libre de Bruxelles, je pataugeais, je calais pour certaines prises en charge. Donc il y a 35-36 ans, je suis les cours de nutrition de Dr Curté. Puis j'ai suivi plein de formations, dont on en parlait juste avant, dont Dr Poudron, et c'est lui qui m'a initié il y a plus de 30 ans au Burning Burnout, c'est lui qui a fait me mes pas là-dedans. Et bidon, il y a des pathologies que j'arrivais pas à prendre en charge, les dépressions, les fibromyalgies qui se guérissent en quelques semaines. J'arrivais pas du tout à prendre en charge correctement les andropauses, les ménopauses, alors qu'elles doivent être prises en charge dès 35-40 ans. Et il faut savoir qu'avec l'âge, il y a tout qui vieillit, y compris les thyroïdes, les testicules, les ovaires et les glandes surrénales qui sont très impliquées dans le burn-in burn-out. On va en reparler beaucoup ultérieurement. Et donc là, j'ai un parcours de nutrition, micronutrition, puis je fais plein de formations sans arrêt. Je donne énormément de conférences, de cours. Et je suis taxé d'hormonologue puisque je connais vraiment bien les hormones. Je forme des médecins, une centaine chaque année en hormonologie. Et voilà, moi, dans mon expérience, le burn-out, ça se prend en charge, c'est complexe et c'est simple. Et il y a la base et puis il y a l'hormono à la fin. On va en parler, je suppose. oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à vous intéresser au sujet du burn-out et du burn-in? Donc le burn-in, on peut le rappeler pour les personnes qui ne le savent pas, c'est l'étape juste avant le Voilà, burn-out où il y exactement. a l'effondrement. Alors désolé pour les déceler, mais j'ai fait un peu de sport de combat avant de partir en vacances, donc avec Pas de des souci. gants, des box qui étaient très fins, donc les coups, ça marque. Donc je fais du sport. Voilà. Alors simplement, un jour, j'étais dans le TGV Bruxelles-Paris. Je devais aller à des conférences pour 500-600 collègues ORL au Palais des Congrès Porte-Maillot. Et puis, je lisais des articles médicaux comme je fais déjà un temps libre. Tous les jours, je lisais au moins une heure ou deux de nouveautés. J'apprends tous les jours. Les connaissances doivent être évolutives. Et je me rends compte que je retiens rien du tout. Je lis, je n'imprime pas. Je relis, je n'imprime pas. Je me dis, oh là, il y a un gros problème ici. Et puis, je réfléchis. Je me dis, ça fait 15 jours, 3 semaines que je ne me marre plus. Je ne sors plus.
que ma libido a baissé, que je suis down et je me suis dit: «Merde, je suis en burn-out». Et donc je suis sorti du TGV Gare du Nord, pris taxi, palais des Congrès Porte-Maillot, pharmacie. Je me suis acheté en pharmacie, comme je suis médecin, je peux faire des prescriptions de l'hydrocortisone. J'ai pris 40 milligrammes immédiatement, j'en ai repris 20 milligrammes 2 heures après et mon burn-out est fini. Mais ça, c'est la solution extrême, hein. Je conseille pas du Alors, tout ça à tout le monde. Il y a plein ouais, d'étapes auparavant. Mais vous êtes étapes ouais, que j'avais vous allez nous déjà en raconter. partie utilisées, on va en parler. Et alors du coup déjà, la première question c'est, selon vous, qu'est-ce que Alors, c'est que le c'est une burn-out? dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, c'est une mauvaise réponse au stress. On dit classiquement que c'est lié à une surrénale fatiguée. Oui et non, pas toujours. Parfois oui, on voit les taux de cortisol au niveau des prélèvements salivaires effondrés. Parfois pas. Et parfois c'est un problème de non-réponse des récepteurs au cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. On a un coup de stress, le cortisol monte, amène du glucose dans le Mmh. sang. Ça va être combattre le stress. Et si on n'a pas ça, on se prend le stress dans la figure et finalement on est KO par terre. Ça s'appelle un burn-out. Mais les causes de cette non-réponse sur cette insuffisance de réponse des récepteurs au cortisol, elle est plus complexe que ça. Et vous dites que c'est, une maladie psyché ça n'est pas enfin, on a tendance à entendre que c'est, psychiatrique. Vous, vous dites que c'est Exactement, voilà, endocrinien. tout à fait. Le plus bel exemple que je puisse donner, c'est une collègue psychiatre que je connais depuis plus de 30 ans, qui travaille dans le même hôpital que moi, l'hôpital Erasmus de Bruxelles, qui est un hôpital très, très réputé. Et cette collègue me contacte il y a 4 5 ans. Non, il y a une dizaine d'années, elle me dit: «Steph, j'ai un problème. Je suis en burn-out depuis 3 ans, incapable de travailler. J'ai pris tous les antidépresseurs qui existent. Je suis anxiolytique, je suis somnifère, ça marche pas». Mais elle dit: «Je crois que tu as des solutions». J'en ai parlé de ça. Elle est venue et 15 jours après, elle m'envoie un super moment en me disant: «Burn-out terminé, tout va bien, merci». Je pense que ça va faire rêver beaucoup de personnes qui nous écoutent de savoir qu'on peut sortir du burn-out en 15 jours. On va faire durer le plaisir, on va en parler après sur comment on fait. L'OMS ne dit que le burn-out n'est pas une maladie. Alors, en gros, Vous, si qu'est-ce que vous j'ai en devant pensez? moi, parce que je reçois de tout en consultation, des traumas, des dépressifs, des burn-out, des SIBO, enfin, des Alzheimer, etc., des Parkinson. Simplement, si j'ai 20 personnes qui me disent, 20 patients qui me disent, docteur, je suis en burn-out, eh bien, il y en a un sur 20 qui a raison, les 19 autres, I give a conference. On a I give a conference. Les 19 autres, en fait, sont simplement fatigués. Et j'entends même, parfois, je suis désolé, on va m'en vouloir de dire ça, des chômeurs qui disent je suis en burn-out, ou simplement des fonctionnaires simplement fatigués qui sont en burn-out. Ça n'a rien à voir. Le burn-out, c'est un état d'épuisement, irrémédiable, avec une absence de mémoire, des signes de manque de dopamine, plus de joie de vivre, mais manque de sensation de motivation. Et c'est pas du tout la fatigue. Le burn-out n'est pas la fatigue. Ça fait partie du tableau, mais c'est que ça. mmh, ouais. Et selon vous, quelles sont les causes du coup du burn-out? Donc on en a parlé, hein, de l'effondrement de la Alors surrénale les causes, notamment. elles sont multiples. Alors je vais dire, très simplement pour le grand public qui est là, heu, je peux dire qu'en cas de stress, on a une, hormone surrénalienne qui s'appelle l'adrénaline qui monte dans le sang et c'est l'hormone c'est l'accélérateur, c'est l'hormone Ouais, du stress. Le cœur bat plus vite, la tension monte, on est prêt au combat. Sauf que le combat, c'était bien qu'on chassait les bestioles pour se nourrir, mais le combat maintenant, c'est, subir les remontrances de son patron, c'est subir les harcèlements des collègues de boulot, c'est subir le mauvais caractère de la belle-mère qui est à la maison. Et finalement, on n'arrive pas à évacuer l'énergie en frappant la belle-mère ou en démolissant son patron. On doit subir ce stress et le corps est pas fait pour ça. Le corps est fait pour réagir, dépenser de l'énergie. Et donc, à force d'avoir des poussées de cortisol, imaginez surtout si on a 40, 50, 60 ans ou plus, on peut imaginer que la surrénale ne réagit plus comme un jeune de 20 ans, où là, elle envoie du cortisol, elle tire l'arigot mmh. et tout va bien. Et donc le cortisol, attention, c'est pas mauvais, c'est excellent. C'est ce qui permet de nous sauver Oui, mais même ce que vous dites, c'est même vital. Si on n'a plus de cortisol, du max, on peut au mourir en 3 grand jours ou max. 2 jours. Et donc le cortisol, la surrénale, on va voir pourquoi elle peut s'épuiser. Elle s'épuise, elle arrive plus à envoyer du cortisol le coup de stress de la belle-mère, du patron, du collègue de boulot ou du fils qui déconne, ben on prend Ou dans la des enfants. figure et puis finalement on a un état on est effondré, un état d'épuisement complet parce que voilà, on n'arrive plus à gérer la production d'énergie dans les mitochondries, ces cellules, ces bactéries qui font partie de nos cellules
à partir des aliments que l'on mange, produisent de l'ATP. C'est l'ATP, c'est l'énergie, c'est ce qui permet de vivre. Sans ATP, on est mort Mm. comme un caillou. Eh bien, si on a produit plus d'énergie, on est crevé. Et le cortisol fait partie de ce qui est nécessaire pour que les aliments deviennent énergie, tout comme la tétrathyroïdienne, tout comme le magnésium, tout comme les oméga 3, tout comme le ribose, tout comme une trentaine de nutriments nécessaires. Et justement, quand il manque déjà à la base l'un ou l'autre de ces nutriments, eh bien, le cortisol n'arrive pas à monter. Le premier nutriment qui nous manque, c'est le magnésium, tout simplement. À chaque stress, la noradrénaline monte dans le Ouais. sang. Et qu'est-ce qui se passe? On se contracte. Et pour se contracter, en fait, doit rentrer dans la cellule du calcium et du potassium, pardon, et du potassium. Et qu'est-ce qui sort de la cellule dans le sang? Qu'est-ce qui fuit la cellule? Le magnésium. Il monte dans le sang. Nos reins me disent, oh là là, il y a trop de magnésium ici. Chassons le magnésium dans les urines. Et puis, à force de stress, le magnésium sort des cellules musculaires et toutes les cellules, monte dans le sang et part dans les urines. Et le manque de magnésium, c'est une catastrophe parce que tout s'arrête, en fait. C'est peut-être c'est probablement le minéral le plus important du corps, c'est le magnésium. Et donc le burn commence par un burn-in, par une Ouais, chute de magnésium. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Donner des méga-doses de magnésium. Mmh. Sachant que, petite parenthèse, je voulais qu'on parle du magnésium parce qu'en effet, c'est indispensable. En fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand dans les podcasts, je partageais mon expérience du burn-out, je racontais que j'avais l'œil qui sautait, la main qui tremblait. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Charlotte, tu manquais de magnésium. Sauf que jamais on ne me l'a dit. Et puis, j'ai découvert notamment, du coup, avec la formation du docteur du Coudron, que le magnésium qu'on va tester quand on fait des analyses sur le magnésium dans les laboratoires, eh bien, on va tester le magnésium dans le sang. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de tester le Encore, et magnésium encore, qui est dans les globules et en rouges. Parce que sinon, la et alors encore, j'explique. En vous êtes fait, pas forcément d'accord théoriquement, avec oui, ça? c'est le magnésium érythrocytaire qui est la dosage fin. Mais moi qui donne Ouais. des cours, des conférences pour des labos de dosage biologique, eh bien, j'ai le discours, faites gaffe au dosage biologique. Il faut toujours remettre en question ce qu'on voit sur le feuille de papier. Parce que ce que le patient raconte, Mmh. c'est bien plus important qu'un test de biologie avec des colonnes de droite sur des normes statistiques et pas des normes fonctionnelles. J'explique. En fait, imaginons que le patient qui est en pré-burnout, en burn-in, il chasse son magnésium dans les urines et on va faire un dosage érythrocytaire de magnésium. Et puis le sang, au lieu d'arriver en une demi-heure au labo, il arrive en 2-3 heures au labo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite naturelle de magnésium des globules rouges. Et s'il arrive, on se fait le dosage 2, 3, 4, 10 heures après le prélèvement, il n'y a plus de magnésium dans les globules rouges et les taux sont peut-être faussement trop bas. Donc, j'explique. Donc, quand je magnésium érythrocytaire bas et je le demande, et ben, je pose des questions au patient. Est-ce que vous avez des fasciculations musculaires? Est-ce que vous avez la paupière qui tressaute? Ou est-ce que vous avez les muscles qui tressautent au niveau des bras? Ouais. Est-ce que vous avez des crampes? Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous avez des réveils fréquents la nuit? Et donc, si le patient dit oui pour une, deux, trois questions, je sais qu'il a manque de magnésium et je m'en fous du dosage biologique. Ça, c'est complètement. Mmh. Ouais. Ouais, et ça, c'est vraiment, un conseil que vous disiez, c'est, potentiellement, on peut peut-être même éviter un burn-out si on est en phase de burn-in Non, mais c'est en pas, moi, prenant une déjà, le cure de magnésium, magnésium. c'est pas des cures qu'il faut donner. C'est constamment. On ne me donne pas une cure de 3 mois, puis on arrête 2 mois ou 3 mois. Ouais. C'est en continu parce que, il faut, donc, les dosages de nouveau, le dosage qu'on a donné, le type de sel magnésium dépend très fort de la vie qu'on a, de ce qu'on mange, dépend de ce qu'on transpire, de ce qu'on est stressé. Et donc, le dosage pour une personne n'est pas du tout le même que pour un autre. Moi, par exemple, je suis hyper stressé, très sportif, je transpire beaucoup tous les jours. J'ai besoin de 5 j'ai lu le magnésium matin et soir. Mais quelqu'un qui est cool, relax, fonctionnel, qui est devant un éventail devant la télé à 17 heures à la maison et qui fait pas de sport, lui aura bien peut-être une gélule de magnésium par jour. Ouais, donc du coup, il faut vraiment demander Parce que un avis à un quand c'est le professionnel de magnésium, santé pour pouvoir, il faut à mon l'adapter avis par dire que les rapport à soi. malates, les glyphosates, les citrates et autres, il faut un peu savoir dans quel cadre utiliser l'un l'autre. Pendant quelqu'un qui mange très protéiné et pas de légumes, donc qui est très acide, il faudra des citrates. Donc ça dépend vraiment du contexte où on se trouve. Ouais, parce qu'il y a plusieurs formes c'est ça, il y a plusieurs formes de magnésium. Il y a la quantité, mais il y a aussi les formes de magnésium où du coup, c'est important que ça soit vraiment du cas par cas. Et on dit que le burn-out, donc c'est la conséquence d'un stress chronique. J'ai lu dans plusieurs études que c'était lié à un stress de minimum Oui, 6 mais non, mois. ça Qu'est-ce que dépend. vous en pensez? Imaginons un stress important comme on subit par exemple des otages israéliens récemment. Bah, c'est pas le même burn-out que le gars qui se fait emmerder à la maison par la belle-mère. Donc il y a plusieurs niveaux de burn-out parce que le gars il a peur pour sa vie tous les jours. Alors que la belle-mère, bon, c'est moins impactant sur son avenir. Donc on peut pas donner comme ça des schémas. C'est 6 mois, c'est pas autre chose. C'est comme dire qu'une ménopause, c'est qu'on a 3 mois ou 6 mois d'aménorrhée. C'est complètement débile.
Et du coup, donc là, vous dites combien de temps il faut pour une personne qui est bien prise Deux, en trois charge jours. du coup pour sortir du burn-out? Petite parenthèse dans cet épisode si riche. Comme tu peux le constater, le docteur Résimon est un puits de savoir. Je te rappelle, comme je te le disais en introduction, que je t'ai fait une synthèse détaillée de tout ce qu'il dit. Pour pouvoir retrouver le lien de cet e-book offert, rendez-vous dans les notes de l'épisode. D'accord. On en parle encore après sur comment on fait. C'est une question du coup, donc souvent, enfin moi je me rappelle quand j'avais rencontré, enfin j'ai été suivie par une psychiatre pour mon burn-out. Bon, j'avais pas eu de médicaments, mais je lui avais posé la question de est-ce qu'on peut guérir du burn-out? Et elle m'avait répondu on va pas dire ça, on apprend à Ça, vivre c'est vraiment avec. ce que Qu'est-ce que j'ai vous en horreur, pensez? c'est qu'en médecine, on dit ce genre de trucs. On dit aux gens, votre pathologie, vos plaintes, c'est le stress. Il faudra apprendre à vivre avec. C'est quand même, alors, j'ai entendu ça des centaines de fois pour des patientes, surtout des patients également souffrant de fibromyalgie. Tu sais, ces patients qui ont mal partout, ils sont extrêmement fatigués. Quand on m'a dit pendant 10, 20 ou 30 ans qu'il fallait vivre avec et qu'on est guéri en 3, 4 semaines ou parfois 2 à 3 mois au max, eh bien, j'ai entendu ça, mais j'ai une liste impressionnante de cas cliniques, de rapports de consultation avec des attestations de patients en quoi je suis guéri de la fibro. Et donc, mais malheureusement, la prise en charge d'un burn-out, d'une fibro, d'un syndrome de fatigue chronique, d'un syndrome neurologique post-vax, Covid par exemple, ça, c'est des catastrophes que je vois toujours actuellement. Ça se traite, ça se soigne, ça demande des connaissances étendu en médecine, c'est-à-dire que c'est pas que la phyto, c'est pas que la supplémentation, les micronutes, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que l'hormonaux, c'est pas que le biote, c'est tout ensemble en fait qu'il faut faire. Donc c'est un protocole complet. Et si on ne connaît que une ou deux ou trois pièces du puzzle, eh bien malheureusement le patient, il devra faire avec. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos professionnels de santé ne sont pas formés pour pouvoir accompagner correctement. Déjà, il faut qu'ils enfin moi, je me rappelle, hein, quand j'étais en burn-out, un médecin m'a dit: «Non, mais je mets des pressions, ça n'existe pas le burn-out». Je crois que si. On parle beaucoup, Encore aujourd'hui j'ai envie cette semaine une pauvre patiente, de la pauvre, mais c'était dingue. 62 ans, ménopausée depuis 10 ans, bouffée de chaleur, prise de poids, perte de libido, les cheveux qui tombent. Elle avait tout, quoi, tout, tout. Et son médecin lui disait, madame, il va falloir faire avec, vous êtes ménopausée, hein. Mais c'est scandaleux de dire ça. Scandaleux. Alors que ça se traite une ménopause. Et ça empêche des ouais. cancers du cœur. Enfin voilà, alors, Mmh. j'écoute. Ah, on refera une Une fois interview sur le l'exemple. sujet de la ménopause. Heu, on pa on parle beaucoup aujourd'hui de la vitamine D, du fait que, tout le monde est carencé en vitamine D. Est-ce qu'il y a un rapport entre la carence, en Ouais, vitamine D et le voilà, voilà. burn-out? Alors pour la petite histoire, j'ai écrit un bouquin sur la vitamine D il y a 6 ans. Et j'ai écrit une deuxième édition il y a 5 ans sur la vitamine D, deuxième édition qui était censurée. Et j'ai écrit ce bouquin avec un collègue allemand très connu qui s'appelle Dr Ludwig Jacob. Ludwig Jacob, c'est lui qui a inventé la pluie Dr Jacob. Enfin, il a fait plein de compléments alimentaires. Et donc, à la fin de ce bouquin, on a près de 200 références bibliographiques. Et la deuxième édition, qui était censurée, et on a eu 25 publications en plus. Pourquoi on l'a modifié? C'était fin 2020. On a pris les études qui venaient de sortir de Chine, de Corée, du Japon, de partout, mettant en évidence que la mortalité par Covid était directement proportionnelle au taux de vitamine D sanguin. Eh bien, sur la couverture, on osait mettre Covid et vitamine D, c'était censuré. Or, c'était des études Mmh. officielles de toutes les domaines. Et donc, Ouais. vitamine D, je connais un petit peu le truc. Euh, voilà. Donc, oui, alors la Ouais. vitamine D, c'est une hormone. En fait, la vitamine D, c'est pas une vitamine comme on le pense, puisqu'elle synthétise notre corps. Et donc, OK. on l'a fait à partir du cholestérol, hein, ce bon cholestérol, tout comme cet excellent cortisol, hein, qui sont malheureusement deux molécules qui sont décriées par les naturopathes. Alors, je ne jette pas la pierre, j'en forme Mmh. les naturopathes, je donne des cours, des conférences, je participe à deux écoles différentes à leur formation, donc je ne jette mes naturopathes de base, non recyclés, non évolutifs. Donc, oulala, cortisol, c'est mauvais pour la santé, oulala, le cholestérol, c'est mauvais pour la santé. Or, c'est deux molécules vitales. Eh bien, la vitamine D vient du cholestérol. Mmh. Elle a des effets, en fait, endocriniens multiples. Donc, comme la DHA, la testo, elle fait qu'on fait de la masse sèche, osseuse, musculaire. Elle fait également qu'on a entre 30 et 80% de tous les cancers en moins lorsque les taux sanguins sont bons. Et elle a également des effets anti-inflammatoires majeurs. Et elle doit absolument être équilibrée avec le cortisol. Donc, ça veut dire quoi? Que si on a trop de cortisol par des poussées de stress et la vitamine D trop basse, on peut en effet brûler ses muscles, faire la sarcopénie, on crame ses muscles, on les diminue. On peut cramer ses os également, on peut faire de l'ostéopénie, surtout s'il manque de K2. Donc la vitamine D et la vitamine K2 sont capitales dans toutes les phases du burn-in ou du burn-out.
il en faut. Tout comme les autres hormones, testo, Il en oestrogène, faut. progestérone, doivent être tout équilibrés, en fait. Et la carence du zinc, donc quand on est en carence, en zinc, on a, une plus grande vulnérabilité au stress, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur. Comme le magnésium, donc le taux de zinc sont abaissés en cas de stress chronique. Est-ce que c'est quelque Alors, chose à chaque fois où vous classiquement, supplémentez? un patient vient en consultation pour quelque problème que ce soit. Quand je fais une biologie, et donc pour le zinc, les taux mesurés sont valables. Le sélénium également, le potassium également, le magnésium non. Donc on sait qu'il y a des dosages, on peut suivre la biologie, d'autres pas. Eh bien le zinc, 80% des patients, qu'ils soient français, danois, anglais, canadiens, que j'ai en consultation, sont carencés en zinc. Le magnésium, c'est 95%. Le sélénium, c'est 90%. Mmh. Et donc, croire actuellement qu'en mangeant bien de tout bio, avec plusieurs couleurs dans l'assiette, ça va amener suffisamment de nutriments, c'est complètement faux. On est tout carencé dans plein de trucs en Mmh. mangeant simplement. Donc, actuellement, les compléments alimentaires, malheureusement, sont devenus nécessaires pour des tas de raisons. Et le zinc, c'est vrai qu'il participe, tout comme le magnésium, à la synthèse dans la tête de neurotransmetteurs qui s'appelle la dopamine. Donc, sans zinc, pas de dopamine. Sans magnésium, pas de dopamine. Et la dopamine, c'est la joie de vivre, la mémoire, la concentration, la Ouais, motivation, c'est la libido, les projets à moyen et long terme. Toutes mmh. choses qui manquent dans le burn-out. Et donc, le burn-out, c'est non seulement Ouais. un dysfonctionnement de l'axe surrénalien, mais également c'est un manque de dopamine dans le cerveau et un manque de sérotonine dans 50% des cas. C'est pour ça que malheureusement on confond le burn-out et la dépression, parce qu'il y a des caractères similaires, mais c'est pas que ça, il y a autre chose à faire. Moi, j'avais, fait une formation en premier secours en santé mentale et on nous avait expliqué que dans le burn-out, on pouvait avoir un état dépressif, mais que c'était pas toutes les personnes n'étaient pas Exactement. concernées par ça. Mmh. Vous parlez beaucoup d'un nouveau mal du siècle, qui est totalement sous-estimé, qui est Alors, vous l'hypothyroïdie. avez devant vous un hypothyroïdien colossal. Ah, Je suis hypothyroïdien depuis l'âge de mes 30 ans. En fait, ça vient peut-être du fluor qu'on m'a donné quand j'étais gosse, hein, pour soi-disant l'état de mes dents. Ça vient probablement de Tchernobyl qui est passé par là, quand on l'on dit, ça paraît aux frontières. Ça dépend de plein de choses. C'est que, enfin, ma thyroïde, là, j'ai eu 30 ans, naze, 35 symptômes d'hypothyroïdie. Ma fille, qui a maintenant 34 ans, à l'âge de 4 ans et demi, hypothyroïdienne et en consultation, j'ai peut-être un biais de recrutement évidemment, puisque je suis quand même assez pointu là-dedans. J'ai donné 145 conférences gratuites jusqu'à présent en 25 ans. Eh bien, j'ai 95% des patients en hypothyroïdie. Donc, en gros, c'est rare quand j'ai quelqu'un qui n'est pas hypothyroïdien, et je le mets souvent dans mon rapport de situation. Je dis, tiens, le patient devant moi, je suis enfin tombé sur un non-hypothyroïdien. Donc, c'est à ce point-là. La thyroïde, sa sachant qu'il il y a un vrai sujet de détection. Enfin, en fait, ça m'a fait «sourire» entre guillemets quand j'ai écouté vos conférences, notamment où vous dites que c'est très mal diagnostiqué parce que, il y a pas longtemps, je suis allée voir un médecin, spécialisé, dans la médecine fonctionnelle à Marseille et elle m'a dit: «Écoute, là, on a commencé les analyses, les compléments alimentaires», mais elle me dit: «Je suspecte que tu aies une hypothyroïdie», alors que ma s'en fout de la TSH TSH. est tout Elle à change fait toutes les normale. quarts d'heure, la TSH. Elle est à 3 à 7 heures Oui. du matin, elle est à 0,5 à 7h30, elle est à 2 à 8 heures. Il y a encore des médecins qui se basent là-dessus pour faire des diagnostics. Bah, c'est clairement ouais, En c'est ça le gros, la sujet. Mmh. T3, donc la thyroïde envoie dans le sang une hormone inactive qui est la T4. Elle sert à rien, ou presque à rien, elle doit être convertie en T3. Actuellement, 90 à 80% de la population, disons au moins 85%, n'arrive plus à convertir T4 en T3. Et on les traite par quoi? On les traite par T4, on leur donne de la lévothyrox, L-thyroxine, E-thyrox, T-caps, Mmh. qui sont la T4. Donc on leur file du mazout, plein la cuve à mazout, mais on oublie d'allumer la T3, qui est la petite lumière de la veilleuse de la chaudière. Donc, 10 minutes de mazout sans veilleuse, ça sert à rien. Et le problème, c'est que la T3, tout comme le magnésium, le ribose, les oméga 3, le cortisol, est nécessaire dans les mitochondries pour transformer les aliments en énergie. Donc sans T3, pas de production d'énergie, donc on grossit, on est fatigué, on est frileux, on perd ses cheveux, on est ralenti de partout. Et donc la thyroïde, Ouais.
Et ça, on n'en parle absolument pas. Et d'ailleurs, parce que je rentre dans les détails, mais ma maman est sous Levothyrox depuis des années et des années. Et en fait, j'en parlais avec elle suite à avoir écouté vos conférences. Et je dis, mais maman, t'as encore tout ça, en fait. Toutes les trucs liés, tous les symptômes liés à l'hypothyroïdie, tu as encore tout ça alors que tu es sous Levothyrox depuis 10 ans. Du coup, je lui ai dit, maman, il faut que tu arrêtes d'aller voir le médecin traditionnel Mais le parce que médecin là, c'est traditionnel plus est super possible. content parce qu'il a TSH qui était élevé à 4, il a diminué à 0,5 ou 1. Regardez Bah oui, votre c'est ça, c'est médication. exactement ça. Sauf que le problème, c'est que la T4 va Ouais. exercer un rétrocontrôle où l'hypophyse, elle fait baisser la TSH, tout comme la T3, mais on s'en fout, c'est la T3 qui est l'hormone active. Donc, filer la T4 à ce patient qui abaisse sa TSH Mmh. n'a aucun sens. Et statistiquement, alors que je vois des centaines de patients par an, voire beaucoup plus, j'ai 2 à 3 patients par an qui sont bien sous T4. 2 à 3 par an. Et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut demander, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont pas la possibilité d'aller voir un médecin, comme vous? Parce que pour pouvoir avoir un rendez-vous avec vous, c'est pas forcément très facile. Comment on fait? Qu'est-ce qu'ils doivent dire à leur médecin pour dire: «Voilà, on arrête le De se Levothyrox et on recycler, remplace par quoi?» d'aller écouter. Ouais, déjà qu'il a qui Ben oui, qu'il retourne sur les bancs mais c'est d'école. ça la médecine. Moi, je me recycle tous les jours, hein. Tous les jours, j'ai du cardio, de pneumo, Bien de sûr. névro, Mmh. tous les jours, de rhumato, tous les jours. Donc, même si, donc vraiment, c'est quand même le rôle d'un thérapeute. Je parle pas des médecins, mais quand on est nutritionniste, micronut, qu'on est un médecin holistique ou thérapeute holistique, euh, enfin n'importe la dénomination qu'on donne à ça, on est obligé de tous les jours, quasiment tous les jours, lire de la littérature et se recycler, d'évoluer. Bien sûr. Ah bah oui, de toute façon, ça évolue tellement. Enfin, ouais. Et du coup, par rapport à l'hypothyroïdie, est-ce que pour vous, c'est une cause, dans toutes les causes du burn-out, ou est-ce que c'est une oui, le fait d'avoir une hypothyroïdie peut être un facteur Il faut aggravant savoir du que la burn de pour mitochondrie, elle avoir, fait de l'énergie dans toutes les cellules, que ce soit dans les neurones, sous le cardiaque, les cellules musculaires, enfin partout. Les mmh, mitochondries ont besoin de T3 thyroïdienne. Elles ont besoin de cortisol, elles ont besoin de ouais, magnésium, elles ont besoin de plein de nutriments, de ribose. Et s'il en manque un seul, ça coince. Donc si dans une belle chaîne, un maillon est faible, ça casse, burn-out. Et donc pour ça, c'est ça qui est difficile. Il ouais. faut connaître les compléments alimentaires, les phytos, parce qu'il y a des plantes géniales, hein, la shwaganda, le ficendra, le rhodiol. Je suis un Ouais, les fanat de tout rhodiola, ça. J'en ouais. prescris depuis toujours. Mmh. Mais donc oui, mais il faut aussi connaître l'hormono, je suis désolé. Et quand on est thérapeute, non médecin, ben, il faut savoir avoir un réseau, savoir à qui référer un patient chez qui on pointe. Donc après un certain moment, eh bien, si on se rend compte que la prise en charge, même très intelligente, nutritionnelle, micronutritionnelle, phyto, coince, eh bien, il faut savoir aller plus loin. Et j'ai un bel exemple à donner tout récent. J'ai une collègue qui est très connue, tout le monde la connaît quasiment dans le milieu. Elle est prof en métier fonctionnel. Donc elle est kiné nutritionniste et récemment elle fait un burn-out. Et puis elle m'envoie un petit mot, écoute Steph, j'ai besoin d'un coup de main. Et puis je donne le traitement, sa DHA, sa prénéolone, son cortisol et ça. Et puis elle m'envoie un mot d'autres jours après, écoute Steph, comme quoi, hein, tu avais bien raison, il faut connaître ses limites et parfois il faut savoir dépasser la phyto et c'est comme ça. Mmh. Oui, ouais. Et vous dites que les femmes, donc à partir de 30-35 ans, ont une baisse de la progestérone, donc finalement c'est un peu la préménopause, qui arrive beaucoup plus tôt que par rapport à ce qu'on nous dit. Et sauf que la progestérone, quand on a en manque, ça provoque de l'irritabilité, du stress. Est-ce que vous pensez Ouais, et ça, est-ce que vous pensez également que ça peut avoir un impact sur le fait qu'on soit, voilà, qu'on tombe en Indirectement, oui, burn-out? c'est que le GABA, c'est une substance de la tête, un neurotransmetteur qui fait qu'on est cool, relax, on s'énerve pas, je vais dormir paisiblement, sans que le moulin tourne dans la tête toute la nuit. Et ce GABA est hyper dépendant chez la femme, mais aussi chez l'homme. Moi, je suis sous progestérone tous les soirs. Eh bien, chez l'homme et la Mmh. femme, sans progestérone, il n'y a pas de GABA, ou très, ou beaucoup moins. Donc, en fait, dès qu'on manque de progestérone, ça commence à décliner vers 35 ans. Donc, moi, j'appelle 30 ans, 35 ans la préménopause. Je suis désolé, les dames qui m'écoutent, c'est comme ça. Moi, j'ai 64 ans, mon andropause a Mmh. commencé à 37 ans. Ma testo commence à chuter là. Évidemment, je me traite, donc ça se voit pas trop. Mais ben voilà. Et puis maintenant, le problème, c'est que ces pauvres patientes, elles tombent sur des médecins traitants, des psys, qui vont les mettre sous anxiolytiques, baso pour dormir. Parce que c'est des substances qu'on a fait sous le GABA. Ok, on fout quelqu'un sous Valium, sous Temesta, sous Dianesia. Ok, je vais te
cool, relax, hein, je vais planer, je suis non fonctionnel, mais je vais planer, je me sens mieux, je suis moins stressé. Mais c'est pas ça la médecine. C'est pas médicaliser des patients avec des états d'effets secondaires. Parce que celui ça, elle va prendre 3 fois 5 gouttes au début, puis dans 2 ans, elle va être à 3 fois 20 gouttes par jour, et puis doit ajouter un somnifère, et puis ce sont des gens qui ne sont plus fonctionnels, ce sont des vrais zombies, hein. Ils sont médicalisés par des basos, des antidépresseurs, des neuroleptiques parfois, alors qu'il y a moins d'éviter tout ça, vraiment. En fait, moi, Ouais, on dit qu'il y a 80% des médicaments qui sont là pour guérir, oui, des effets voilà. Alors moi, je secondaires suis des pas autres contre médicaments. l'allopathie. Je pratique l'allopathie tous les jours, des antibiotiques, des trucs, des machins. Mais ça sert à rien de donner une substance potentiellement toxique pour le corps, alors qu'il y a moyen En fait, par définition, tout médicament allopathique, donc tout médicament inventé par l'homme, va avoir des effets secondaires. Ça, c'est un fait. Donc pourquoi les filer des trucs qui ont des effets secondaires alors qu'il y a moyen de les éviter? Mmh. Bon, Le business, exactement, exactement. j'ai envie de dire. Et la progestérone, vous disiez pour savoir typiquement si on manque de progestérone quand on est une femme, c'est quand on a, le fameux syndrome prémenstruel, qui est très, Voilà, très ça c'est fort. le truc le plus typique sur des dames qui, à partir de l'ovulation, vont avoir une rétention d'eau, elles vont prendre du poids, elles disent: «Je prends 2-3 kilos de flotte avant les règles». Elles vont avoir mal au sein et donc ça veut dire que ces dames-là vont faire, accrochez-vous bien, un cancer du sein dans 10, 20 ou 30 ans. Je suis désolé, je donne des conférences sur le cancer du sein. La première cause de cancer du sein sur les femmes qui ont mal au sein. Et là, j'ai encore entendu récemment un gynéco dire: «Bon écoutez, quand vous serez ménopausée, ça passera». Et donc la pauvre Mmh. dame. Et c'est mal au sein à chaque cycle ou c'est mal au sein de Non, de temps en temps en temps? temps, c'est pas trop grave. On peut traiter par progestérone localement, mais c'est le mal au sein à chaque cycle. Ça, c'est vraiment très, très, très délétère parce qu'en plus, avoir des effets, la progestérone inhibe les ostéoclastes, donc un effet antidestructeur des os. La progestérone basse donne une rétention de gras dans le ventre. La progestérone basse a un manque de GABA, on dort plus, on est stressé, on est énervé, on a c'est anxiety. Et la progestérone basse on peut avoir une hyperandrogénie consécutive, avoir de l'acné, des poils qui poussent, perte de cheveux, tout ça. Donc il y a plein de conséquences au manque de progestérone. Et donc la progestérone, c'est une hormone naturelle qui est présente dans le corps que l'être humain existe sur Terre, depuis que les animaux existent sur Terre. Et donc leur donner la progestérone qui manque parce qu'elles ont des ovaires un peu vieillissants. Mais pourquoi pas, puisqu'on va avoir 24% de risque de cancer du sein en moins, on va avoir moins de dépression, on va avoir moins de divorce, hein, parce que la patiente qui est énervée, stressée, monte la tête de tout le monde, dont son mari 10 jours avant les règles, ça va peut-être pas bien se terminer cette histoire. Et donc ça fait partie du tableau de l'épuisement et du burn-out, évidemment, oui. On dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Bon, comme on disait, hein, la recherche évolue vraiment tous les jours, encore plus sur l'univers du microbiote, actuel. Donc le microbiote, c'est ce qu'on appelait à l'époque la flore intestinale. Quel est le rapport entre notre santé intestinale et le burn-out selon vous? Alors, ce qui se passe, c'est qu'un intestin en mauvais état, c'est un intestin qui fait mal. On a des crampes, des ballonnements, selles défaites, production de gaz, qui pue pas ou qui pue, hein, si on fait de la putréfaction ou de la fermentation. Désolé, j'utilise des mots un peu crus, mais comme ça, on retient bien. Non, non, mais de toute façon, Voilà. oui. Quand j'ai une dame devant moi qui me dit: «J'ai des crampes, des ballonnements», je dis: «Bon, est-ce que vous faites des gaz? Oui. Est-ce que ça pue ou pas?» Comme ça, je sais tout de suite si elle fait une effraction. Est-ce que les culs qui grattent? Je sais tout de suite si elle fait une candidose intestinale, donc comme ça, je dois pas, hein, j'ai la réponse tout de suite. Et bah, oui, évidemment, puisque l'intestin malade envoie dans le sang ce qu'on appelle des cytokines, c'est des petits poisons libérés par la mauvaise flore, les mauvaises bactéries et également les champignons qu'on appelle les moisissures, qu'on appelle le Candida albicans, libèrent des mycotoxines. Et ces mycotoxines vont bloquer quoi? La dopamine cérébrale. Donc en gros, suite à une candidose, on peut avoir tristesse, perte de libido, perte de joie de vivre, perte de mémoire, perte de concentration, motivation. Donc, ça fait partie du tableau du burn-out. Mais aussi, ces cytokines libérées par les bactéries, LBP, les cytokines LBP et autres, vont donner un blocage de tous les récepteurs hormonaux. Ça va bloquer la T3 thyroïdienne. On devient hypothyroïdien avec une superbe TSH basse, une superbe T3 élevée, et on a 20 signes d'hypothyroïdie. Ça va bloquer la testo. Le gars, il va pas avoir d'érection, pas de libido, il va devenir gras, attraper des seins, alors que sa testo dans le sang est super bonne à plus de 8000. Ça va bloquer le cortisol. On a des super taux de cortisol dans le sein. Oui, vous n'avez pas besoin de votre taux de cortisol est bon, mais sauf que le récepteur est bloqué par le poison venant de l'intestin. Et donc, de nouveau, on en retombe. C'est une prise en charge globale quand on prend en charge le burn-out. C'est prendre en charge l'intestin, les hormones, les neurotransmetteurs, la micronute, la nut. Et alors, évidemment, et le gros truc, mais le premier truc qui rentre en ligne de compte, c'est ce qu'on a bouffé le matin, hein. Je suis désolé, mais si on mange le matin Mmh.
Voilà. Alors, je voulais qu'on en Voilà, parle. vas-y, j'écoute. Alors, on fait une parenthèse parce que je voulais qu'on en parle après parce qu'en effet, c'est un sujet qui est absolument majeur sur ce qu'on mange le matin. Comme je disais ce matin au téléphone à quelqu'un, je lui disais c'est comme si tu mets du diesel dans ton moteur essence. Euh, Juste pour alors l'alimentation, on en parlera juste après. Euh, Aujourd'hui, donc comme je vous disais hors micro, donc j'accompagne des personnes notamment à sortir du burn-out, et je constate que toutes les personnes que j'accompagne, alors il y a aussi sûrement un biais, c'est toutes des personnes ultra sensibles, slash hypersensibles. J'ai fait de la recherche pour voir s'il y avait des analyses statistiques dessus, j'en ai pas trouvé. Vous, est-ce que vous avez le même ressenti que moi, Non. que les personnes Il ultra y a un truc sensibles? vraiment, un signe clinique typique des personnes en manque de cortisol, ou bien quand du cortisol, ils n'arrivent pas à agir et restent bloqués. Ces patients-là sont intolérantes. On leur file de l'allopathie, tous les effets secondaires listés, ils les ont. On leur file de l'huile essentielle, ils supportent pas. On leur file la phyto, tous les effets secondaires possibles, ils les ont. Même un verre d'eau, ils supportent pas. J'exagère, mais voilà. Donc, en fait, le cortisol permet de Hmm. supporter, c'est un anti-inflammatoire, un anti-stress, et quand n'en a pas assez, qui fonctionne, le corps est stressé, il ne supporte rien. Tout devient poison. C'est typique. Hmm. Donc, c'est typique. Euh, on en vient au sujet du coup de la micronutrition et notamment le petit déjeuner le matin. Ah oui, ben donc voilà. Donc, on a été élevé nous, surtout en tant que Français, avec alors, en tant que Français avec le croissant et le pain au chocolat, en tant que Occidentaux avec le bol de céréales. Ni l'un ni l'autre sont bons. Tout ça, ça mettra à la poubelle, je suis désolé. Alors, ce que je dis, vraiment, j'en suis pas certain, mais 10 000 fois certain, parce que je teste ça quand même depuis, que ça fait plus de 40 ans que je bosse. Et j'ai quand même vu passer dans mon cabinet des milliers de patients. Et vraiment, si le petit déjeuner n'est pas là, désolé, il n'y a rien qui va fonctionner. Votre bagnole, elle peut être aussi performante que vous voulez, bien régler, une super Ferrari. Mettez du diesel dedans, elle va pas aller très loin. Ben, c'est ce qui se passe avec le petit déj. Le petit déj, c'est vraiment, il faut qu'il soit protéiné pour synthétiser la sérotonine, je déprime pas, la dopamine, joie de vivre, mémoire, concentration, motivation, l'adrénaline cérébrale, je la pêche dès le matin. Mais également, il faut l'acide aminé tyrosine, précurseur de catécholamine et de dopamine, va devenir les hormones thyroïdiennes. C'est le matin qu'on doit être la sauce, en fait. C'est pas le soir qu'on va se coucher qu'on doit manger. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Alors, pas de pain, alors déjà pas de sucre, comme on entend le sucre en mode du Nutella ou que sais-je. Pas de sucre ajouté, mais pas non plus tout ce qui va se transformer en sucre, comme tout ce qui est le Alors, pain, je les vais plus céréales. nuancer pour le sucre, parce que moi, je suis un hyper consommateur de sucre, mais bon, je viens de faire 3 heures de vélo, je vais encore en faire deux ou Ouais. trois après. Puis la salle de muscu ce soir, 1 heure et demie, donc j'ai besoin de sucre. Mais Donc, vous êtes peut-être pas peut-être pas le meilleur quelqu'un qui exemple. soit introduit à la base, s'il mange comme sucre, il va être obèse. Donc voilà, donc le sucre, bon voilà. Euh, Mm. alors maintenant, le matin, il faut des protéines. Donc, le matin, c'est de la viande, du poisson, des œufs. Ça peut être du boudin noir, ça peut être un steak, des côtes d'agneau, ça peut être du poulet, ça peut être des protéines végétales également. Moi, j'ai rien que les protéines végétales. Mais le souci, c'est qu'il en faut beaucoup, beaucoup pour avoir la quantité de protéines permettant d'être équivalent à un plat de protéines animales. Mais si vous mangez des œufs le matin, allez-y, 2, 3, 4 œufs, il n'y a pas de souci avec ça. J'en ai mangé 5 ce matin. Et mon cholestérol est super bon. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, c'est ce que je voulais qu'on ajoute parce que justement, quand moi je recommande, par exemple, à mon entourage, manger des œufs le matin, et là, ils m'ont dit, oh, mais notre cholestérol, je fais, non, non, en fait, c'est comme le fer dans les épinards, c'est faux. En fait, il n'y a pas plus de fer dans les épinards que dans n'importe quel. C'est une légende. On est d'accord. Donc, il faut des protéines. Mm. Alors, il faut du bon gras. Du bon gras, ben, c'est du gras qu'on appelle anti-inflammatoire, souple, type oméga 3 idéalement. Donc, on gros l'huile d'olive des Français. Oui, il y a un peu d'oméga 3, mais c'est sous oméga 9. Donc, l'huile d'olive, elle est bien, mais si elle est consommée avec d'autres huiles, oméga 3, lin, colza, noix, noisette, Alors justement, là, par rapport à l'huile de colza, juste là, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Dark Calories, qui dit que justement, il faut plus, l'huile de colza est c'est ce qu'on dit. Voilà. catastrophique. C'est comme l'huile de coco pour cuisiner. On dit que c'est mauvais. Moi, je cuisine qu'avec ça. Et voilà, c'est des acides gras saturés dedans, mais il faut. C'est ça qui est hyper difficile ouais,
Alors l'huile de coco fait pas partie des 8 bannis dans Dark Calories, Voilà. mais on dit justement ouais plus peut-être l'huile d'olive, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même Ouais, d'arriver à je suis s'y retrouver. d'accord. Mais enfin, mélangez vos huiles. Je vais toujours prendre une bouteille, mettez un tiers olive, un tiers lin, un tiers noix noisette pour y avoir un peu de goût et c'est génial, ou chanvre, ou caméline. Enfin voilà, donc il y a tellement de choix. Mais c'est marrant parce en consultation, quand je demande à mes patients ce qu'ils mettent comme huile d'assaisonnement, les Français, c'est l'huile d'olive, ils connaissent que ça, comme les Italiens d'ailleurs, et les Grecs. Mais il faut plus ouvrir son esprit. Il y a d'autres huiles sur le marché qui sont très intéressantes. Oui, parce qu'en plus, le fait d'avoir plein d'huiles différentes, ça va aussi, alimenter notre microbiote avec plein de nouvelles choses parce qu'il a Oui, les besoin de antioxydants, diversité il y a des aussi. trucs géniaux, il y a des tyrosol dans les huiles. Et alors, également, donc, le matin, avec du bon gras, des protéines, beaucoup de protéines, beaucoup. C'est vraiment le repas le plus gros du jour, non, c'est le matin. Également, on peut mettre du végétal, il n'y a pas de souci, la salade, des carottes, etc. Maintenant, si vous avez envie de sucre après le petit-déj, disons que, allez, pourquoi pas manger un fruit, une salade de fruits. Le souci, c'est que les fruits, en fin de repas, moi, c'est mon problème, j'adore ça. Mais je ballonne après parce que ça fermente, sur le côté gastrique. Donc, ça ballonne très vite. Certains n'ont pas ça, moi je l'ai. Mais voilà, mais le sucre, à les limites. Ce que je fais 2 fois par an. Je suis dans un chouette hôtel, comme là je suis ici, génial, je mange super bien. Et puis je vois, il y a un pot de Nutella là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je mets du Nutella, mais 2 fois par an, pas plus, hein, dans un petit râvier, et à la cuillère, je mange mon Nutella. Mais jamais sur un morceau de pain. Parce que si je mange un morceau de pain, je suis foutu pendant une semaine. Un morceau de pain chez moi, je suis pas Mmh. cœliaque du tout. Une semaine de pain, je suis moral up and down, énergie up and down, et je suis cassé, mais vraiment cassé pendant une semaine. Ouais. C'est fou, enfin moi je sais que là j'ai arrêté le pain, et j'ai le ventre qui est complètement qui est moins gonflé, enfin j'ai moins de douleur au ventre et alors là ça a été Noël donc voilà, bah, avec le foie gras, on a envie de son morceau de pain et là mais j'ai le ventre, et là c'est reparti et donc là bon, bah, je sais qu'il va falloir que je me seuvre et que j'arrête mais c'est fou de voir l'impact de se dire juste on arrête et là, il y a beaucoup de gens, quand on leur dit enfin même moi encore, hein, on me dit: «Bon, bah, Charlotte au petit déjeuner, tu vas devoir manger des macros, manger, enfin voilà. C c'est un truc, on n'a tellement pas été élevé dans cette culture-là que du coup, il y a une vraie notion de devoir se forcer. Quel est le meilleur argument que vous avez envie de donner aux personnes pour se dire: «Mais en fait, Un c'est meilleur pour ton argument, c'est bien-être»? quand j'ai des patients, comme vous le dites, qui viennent chez moi, ils sont fatigués, ballonnés, ils sentent leur intestin tout le temps. J'ai des patients qui me disent, au bout de quelques heures, tiens, je savais pas que les intestins, ça se sentait pas. Tiens, j'ai plus d'intestin, j'ai plus de problème, je sens plus rien. Hein, je fais mon petit caca tous les jours, tout va bien. Alors qu'avant, j'allais 5 fois aux toilettes ou bien j'étais constipé pendant une semaine. Et puis je leur dis, écoutez, maintenant faites-moi un plaisir. À la fin de la consultation, allez dans une pizzeria, manger une pizza, puis vous me téléphonez 2 heures après. C'est le meilleur test que je puisse faire. Hem, Aujourd'hui, alors on en parle un peu moins parce que c'est un peu moins à la mode, mais c'est quand même toujours un grand sujet, le gluten, le lactose. Pareil, est-ce que tout ça, ça a un impact? Le fait que ça peut créer, si on est intolérant, ça peut créer des inflammations dans notre corps, sachant que 70 de la population mondiale est intolérante au lactose. Hem Et du coup, est-ce que ça peut avoir un impact sur le burn-out? J'ai un peu mon Santé avis, finale, mais certainement. mais Et le lactase, on la perd avec l'âge. Les pays occidentaux, on la perd, donc encore pire de côté asiatique. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas la lactase, on a un sucre, un disaccharide non détruit qui arrive dans l'intestin, qui nourrit une forme de fermentation, qui va libérer des petits poisons, des cytokines qui vont bloquer le cortisol. Enfin voilà, et puis qui vont bloquer les neurotransmetteurs. Donc voilà pourquoi s'empoisonner alors je dis toujours, il y a 10-12 000 aliments sur Terre. Donc on a un choix énorme et on se braque sur le pain, les céréales, la tartine choco, la confiture le matin. Mais pourquoi ouvrir son esprit et se dire qu'il y a bien d'autres choses à manger? Une fois qu'on mange bien, on ne sait plus revenir en arrière. Moi, je suis incapable maintenant de faire un petit déj, croissant, quelque chose, hein, parce que je sais, je vais avoir un plaisir fou pendant 2 minutes. Hein. Là, j'ai plané, et puis après, je me paye chute de cher dopamine. pendant des jours et des jours et des jours. Et même parfois, ça m'est arrivé en Ouais. vacances chez des amis français il y a 2 ans, et puis ils m'ont fait manger 2 matins de suite des viennoiseries matin. Je me suis tapé une candidose abdominale, ça m'a mis 6 mois pour m'en sortir. Hein, 6 mois pour traiter ma candidose, à cause de 2 matins avec des viennoiseries. Voilà. Ouais, ouais.
Alors, dans les conseils par rapport à l'alimentation, donc manger, le salé le matin, protéines, au maximum et bon, les produits transformés, on sait que c'est une catastrophe pour notre organisme et notre microbiote et plus on va manger de sucre et plus nos bactéries à l'intérieur du microbiote vont avoir envie de Non, manger les du céréales sucre. germées, c'est pas mauvais, c'est très bien. Céréales germées, aliment vivant, ça, je suis à fond pour. Enfin, c'est pas que je suis pour, c'est comme ça fait du bien encore. Mmh, Oui, et puis le midi, on mange un peu comme le matin, mais plus léger, parce que moi, si le midi, je mange trop lourd, l'après-midi, je suis plus trop fonctionnel en consultation, parce que mon énergie va s'arriver à digérer. Donc, et moi, j'admire ceux qui arrivent à prendre 2 verres de vin le midi, qui sont capables de se réveiller après ça, je sais pas comment ils font, mais là, comme ouais, on est d'accord et est-ce qu'il y a des aliments, vous pensez, où selon vous, il faut être vigilant, qu'on pourrait croire d'être des ouais, faux alors voilà, amis? donc il y a un problème avec certains aliments. Je ne parle pas des oxalates, c'est trop compliqué, mais au moins les FODMAP. Les FODMAP, Ouais. c'est quoi? Ce sont des disucres, des disaccharides, comme le lactose, et qu'on retrouve dans les végétaux exclusivement. On retrouve ça dans le chou, l'ail, les oignons, dans les champignons, etc. Et à prendre de l'âge, malheureusement, on perd la capacité de digérer certains. Et c'est très différent d'une personne à l'autre. Et donc, chacun a, donc, pour l'intervention au FODMAP, je pose des questions aux patients. Est-ce qu'il y a des aliments végétaux que vous ne supportez pas? Donc, ils font ballonner après leur repas. Et je donne mon exemple, celui que je connais le mieux. Ben moi, j'adore les bananes. S'il y a du noir dans la banane, il y a un souffle qui est arrivé là. Je le digère pas, je ballonne avec ça. Donc, je mange des bananes un peu vertes. J'adore le lougmousse. J'adore ça. Mais il y a du pois chiche dedans. Et je sais très bien que j'ai une quantité Mmh. limitée. Si je mange 3 cracos sans gluten avec du lougmousse dessus, ça va. Dès que je dépasse, c'est une catastrophe. Donc, en fait, avec l'âge, on perd les enzymes capables de digérer ces 10 sucres, ces disaccharides, donc végétaux. Et il faut apprendre à repérer soi-même lesquels, parce qu'il n'y a pas de test pour ça. Et donc, c'est la personne qui dit, écoutez, Ouais, c'est ça, voilà, c'est écouter son je corps. mange des lentilles, j'adorais ça, mais me va attirer l'attention sur le fait que je ballonnais beaucoup et que je vais voir c'est pas les lentilles, et puis je les ai retirées, je ballonne plus. Mais je me rends compte que, alors qu'avant je mangeais 3 cuillères à soupe de lentilles par jour, maintenant une cuillère à café, ça passe. Donc il faut trouver la dose tolérable, en fait, Mmh. pour tous les aliments. Ouais et les oxalates, en effet, c'est le grand sujet du moment. Je vais interviewer Marion Kaplan demain, qui c'est son sujet, du moment. Hem, Qu'est-ce J'adore que vous Marion, en hein, pensez, vous, de on est tout ça? potes, on a fait du boulot ensemble, j'ai invité à un certain congrès, mais elle va un peu trop loin avec les oxalates. Elle va un peu trop loin. Voilà, parce que, alors, les oxalates ce sont des substances qui sont j'explique le rempli dans les végétaux, ils permettent aux végétaux de se défendre Ouais. contre les agresseurs, les insectes et autres. Et donc, et il se fait que les oxalates peuvent créer des cristaux dans le corps. Donc, ça peut être des calculs rénaux, ça peut participer à des calculs biliaires, ça peut être des cristaux aux articulations articulaires, sous la peau, douleurs cutanées, dans les yeux également avec douleurs ophtalmiques, parce que ces cristaux précipitent et c'est très pointu, donc ça fait mal. Et Oui, on dit que c'est voilà, c'est dur ça. comme, l'émail de nos Et dents. donc il faudrait Mmh. faire très attention à certains aliments concernant beaucoup d'oxalates, comme certains oléagineux, la betterave. Bah, en fait, c'est ça, c'est Ouais. que, en fait, c'est la betterave, c'est les amandes, c'est le chocolat, les épinards, c'est tous les trucs où c'est le quinoa, c'est tous les trucs où on nous dit: «Beh, mange ça, c'est bon c'est bon pour ta santé» et là, on te dit: «Non, mais Alors surtout c'est pas vrai, parce que ça quand va te faire j'y du mal pense, au suite à corps». des patients qui ont fait des calculs urinaires, et je dis: «Il faut l'analyser, voir ce qu'il y a dedans». Donc voir si Mmh. c'est des cristaux d'oxalates. Les oxalates sont à limiter et à traiter. Bon, les traitements, je vais en parler après si vous voulez. Et je dis: «Il faut pas exagérer non Ouais, plus», avec parce plaisir. que alors j'y pense dans certaines douleurs cutanées, douleurs oculaires, j'arrive pas à trouver, et là je fais une oxyalurie, donc je dose des oxalates sur les urines, et là ça peut mettre, sur la piste. Mais voilà, c'est pas si fréquent que ça. L'idée, c'est pas forcément d'enlever ça dans notre frigo. On arrête de Voilà, culpabiliser en mangeant des exactement. amandes et du Et chocolat. alors perso, le chocolat, moi, Ouais. si j'en ai devant moi, voilà, j'en mange énormément. En même temps, j'en mange pas, mais je vais pas alors simplement, pour le grand public, il faut savoir que les citrates de potassium, magnésium et calcium inhibent la formation des oxalates. Donc, du calcium, c'est à peu près la seule indication du calcium dans ma pratique, c'est pour inhiber les cristaux d'oxalates, les cristaux, donc les calculs d'oxalates. Il faut également donc basifier son sang. Donc, ça, c'est les citrates dont je parlais. Et donc voilà un peu une idée de prise en charge. Hem
Une des premières phases du burn-out, c'est le déni, donc avec cette fameuse phase de burn-in dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est la phase où le stress chronique s'installe. Pourquoi, selon vous, on est en déni comme ça et que faire pour permettre d'ouvrir les yeux aux futurs Le burn-outés? problème, c'est qu'on est pris dans un trend dans le boulot, dans les activités qui est colossale, hein. J'imagine la dame qui travaille, qui a un boulot de bureau avec des éléments stressants autour d'elle, qui a des gosses un peu chiants, qui doit faire les courses, le ménage, le truc, le machin, et elle se rend compte à un moment donné qu'elle est fatiguée. Elle se dit, bah, c'est normal, c'est la fatigue, c'est le boulot, etc. Mais elle se rend pas compte qu'elle est en burn-in. Et donc, elle devrait penser au fait qu'il y a des symptômes autres qui sont, à part l'épuisement du matin au soir, les compulsions pour le sucre du matin au soir, le coup de mou après le repas du midi, les douleurs inflammatoires, elles commencent à avoir mal partout, aux articulations, aux tendons, aux muscles. Elle se dit, mais pourtant, j'ai pas fait de crossfit hier soir, j'ai pas fait de muscu. Ouais, même les cervicales. Moi, je sais que j'avais les cervicales complètement bloquées. Dès que je bougeais, j'avais la tête qui Il y a tournait un parce que signe j'avais les typique, c'est le mal cervicales dans le bas bloquées. du dos, des lombalgies à radiologie négative. Donc, on fait une RMN, on fait un scan, on voit rien. Et donc, et ça, c'est le manque de cortisol typique qui donne ce truc-là. Également, il faut penser aussi neuro. Donc, moins de joie de vivre, moins de libido, moins de mémoire. Donc, là, il faut Plus dire c'est le burn-out. Ça, c'est le d'irritabilité. burn-out qui arrive, ça. C'est le burn-out. Ouais. Là, du coup, donc les gens on a fait un gros teasing sur le sujet du fait que, on peut prendre en main un burn-out, en faisant une supplémentation en cortisol et en DHEA. Donc ça, c'est très important que ça soit toujours les 2 liés parce que si vous envoyez que du cortisol, le DHEA, c'est un peu l'antidote, au cortisol. Hem, Si, du coup, les personnes nous écoutent, elles vont voir leur médecin, demain, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut qu'elles leur disent pour, qu'elles Alors, le puissent être prises en problème, charge c'est comme il que faut? un médecin standard ou un thérapeute standard qui n'a pas suivi de formation là-dedans va quand même avoir difficile à gérer. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut la nutrition. Est-ce que ce médecin connaît la nutrition ou est-ce qu'il Ouais, fait manger un bol d'avoine le matin, hein, comme les ânes? Est-ce qu'il ouais. sait ce que c'est le magnésium? Ça sert à 10 000 réactions chimiques dans le corps et qui n'y pense même pas chez son Mmh. patient. Est-ce que ce médecin était formé sur le biote intestinal? Alors, je rappelle, pour former un biote, il faut des jours et des jours de Mmh. cours. Est-ce que ce médecin, à part qu'il a pris l'UNIF, s'est recyclé en hormonologie? Est-ce qu'il sait que le cortisol, c'est super bon pour la santé? Est-ce qu'il sait ce que c'est la prénéolone? Est-ce qu'il sait que les taux de DHA chutent des 30-40 ans? Est-ce qu'il sait que l'andropause, ça se prend en charge bien avant la quarantaine et pas quand c'est foutu? Parce que Sachant que ce qui est fou, c'est que là, récemment, donc j'ai été voir une spécialiste du microbiote parce que j'avais plus de symptômes du burn-out, mais quand même souvent des coups de mou et puis je voyais bien que j'ai enchaîné les maladies, rien de grave, mais il y avait quand même un fond en permanence et en voyant, ouais, mes marqueurs sanguins, elle m'a dit direct: «Mais là, tu es en ouais. carence en B12, en fait». Alors que j'avais été voir, plusieurs médecins qui m'avaient dit: «Non, il y a pas il y a enfin, tout est OK». Et du coup, est-ce que tu as un «réseau» entre guillemets de médecins qui sont, formés à ta méthode? Parce que donc toi, tu es en Belgique, Méthode, donc c'est la science. c'est pas forcément facile p Ben, le problème, c'est que je donne des confs sans arrêt, des cours sans arrêt, pour, voilà, pour des labos de compléments, pour des labos de biologie, pour des écoles de médecine fonctionnelle comme des formations, pour des thérapeutes. Il y en a plein, ils sont formés partout. Donc j'ai pas une liste. Euh, mais il suffit d'aller sur mon ouais. Facebook, hein. Ah, on a été coupé. Allô, allô? Allô, allô, allô? Vous revoilà. Alors le son est coupé, votre micro est C'est fait. coupé. Voilà. Est-ce que
C'est vrai. Vous disiez du coup, il Sur mon suffisait premier d'aller sur Facebook, votre donc Facebook? docteur.résimon, il y a 73 000 abonnés. Et donc, je mets des infos venant d'autres collègues, mais tout plein, je relais en fait. Dès que je vois un truc intéressant chez un collègue, je le mets sur mon mur, comme ça fait de la pub pour eux. Et pour mon équipe, j'ai des filles avec qui je Top. travaille, j'en ai 3. Et là, elles ont de la place rapidement. Dans 5-6 mois, elles ont de la place. OK, génial. Oui, parce que c'est quand même le vrai sujet. Enfin, moi, je sais que là, en l'occurrence, le médecin que je suis allée voir, bon, je l'avais interviewé dans le podcast, donc j'ai pu avoir un rendez-vous, mais elle prend pas de nouveaux patients. Un autre médecin de médecine fonctionnelle à Marseille, lui, alors, il y a 6 mois d'attente et la consultation, c'est 350 €, non remboursé par la sécu. Donc ça en fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit qu'on a une médecine, parallèle Très pour bien pouvoir que vous être en bonne parlez de ça, très santé, en très fait. bien. Je vois qui c'est le collègue, parce que c'est un collègue qui est génial, il s'appelle Yoni Assouli. Je l'ai formé. Et Ouais, sur exactement. Marseille. Et en fait, faut savoir que mon consultation, ça dure, pour un premier patient, ça dure 2 à 3 heures. Mes frais de cabinet, donc l'assistant de consultation qui travaille avec une malade, la technicienne qui fait des tas de tests techniques, etc., eh bien, mon cabinet me coûte 190 € de l'heure en frais fixes. Comment est-ce que je pourrais faire une consultation à 60 €? C'est pas Ouais. possible. Possible. Ouais, c'est Voilà, sûr. donc je suis Mmh. désolé, une consultation chez moi, Ouais. ben, en effet, c'est 400-450 € et si je passe 3 heures, c'est peut-être 600-700 €. C'est désolé. Il doit aussi gagner ma vie. Je peux partir en vacances comme ceci de temps en temps. Voilà. Et voilà. Non, mais en fait, moi, mon point, c'est pas enfin, il y a pas de critique par rapport aux médecins parce qu'en effet, bah, vous formez, vous tenez au courant et puis finalement, on voit aujourd'hui, il y a des coachs de vie, qui facturent 300 € l'heure. Donc j'ai envie de dire qu'un médecin facture 300 € l'heure, c'est quand même peut-être pas non plus déconnant. Mais par contre, le sujet, c'est que en tout cas, je parle de la France, je connais pas la Belgique, c'est qu'on se retrouve dans un cas où on se dit: «Bah, moi, j'ai envie d'être en bonne santé avec des choses qui marchent vraiment, de pas me soigner avec des médicaments qui vont m'abîmer la santé». Me brancher sur Ouais. mon téléphone. T'as vu le wifi en marche? OK, je trouve pas. OK, j'écoute, désolé, désolé. Pas de souci. Oui, de pas me soigner avec des médicaments évidemment, puis quand il faut prendre des antibiotiques, j'en prends, hein, il y a pas de débat. Je suis pas du tout anti-médicaments, mais c'est se dire quand même que parfois on peut éviter de prendre des médicaments et enfin voilà, typiquement moi j'ai enchaîné les trucs, donc je me suis opérée des dents, donc on m'a donné des antibiotiques, mais sauf qu'après, bah, les antibiotiques, ils m'ont détruit le microbiote, donc après je me suis tapé une rhinotrachéobronchite et après, bah, du coup on a antibio, donc après il faut re-soigner alors qu'il y a Tout d'autres à fait, tout solutions. à fait. Alors, je suis pas contre les médicaments, je le dis toujours, mais ils ont leur place, la Mmh. phyto a sa place, la micronite a sa place, la lutte a sa et tout doit être, dans certains cas, comme le burn-out, utilisé conjointement. Une seule technique ne suffit pas. C'est comme moi, je suis acupuncteur. J'ai des cours à Beaujon, à Paris, à Fittency-Beaujon, pendant 12 ans d'acupuncture. Je suis allé en Chine voir ce qui se passe. Mais l'acupuncture, c'est bien pour certaines pathologies, mais on va pas traiter un cancer par acupuncture, ni une méningite, ni une tuberculose. Or, c'est ce qu'on m'a appris pendant mes cours d'acupuncture, hein. Donc, et c'est ce que les Chinois faisaient quand je suis allé Mmh. voir à Shanghai. Donc il faut garder un sens, faut quand même pas être con, quoi. Il faut savoir discerner les. On vous dit qu'en phyto on a tout Ouais. réglé, c'est faux. Quand on vous dit qu'en hormono on a tout réglé, c'est faux. Quand on vous dit que la nutrition, si on mange de tout, c'est parfait, c'est faux. Donc il, il faut avoir l'esprit ouvert. Mmh. Et du coup, donc pour sortir du burn-out, la clé, bon, on en a parlé, hein, c'est le cortisol Oui, et DHEA. C'est également, traiter les neurotransmetteurs qui sont notamment la dopamine et la sérotonine pour pouvoir retrouver de l'énergie et puis oui. aussi, de l'apaisement. Est-ce qu'il y a tout ce qui est, oligo-éléments, le fer, le zinc, enfin pas le fer, pardon, le zinc, le Oh, le fer, magnésium dont on a parlé, si, le fer, la un vitamine ferment D? empêche le cortisol. Donc, mais il Oui, faut que le dosage soit fait. On ne peut pas donner du fer à quelqu'un qui a un fer normal. Sinon, on va s'oxyder. La vitamine C est capitale dans le burn-in. Capitale, ouais. vitamine C, c'est la synthèse également de la dopamine cérébrale, du cortisol. Donc, il y a tellement de choses nécessaires. On a des listings comme ça, un peu un checklist de ce qu'il faut vérifier. Et il faut pas oublier une seule ligne du checklist. Et ça demande, alors pour le grand public, je dirais, bourrez-vous de Ça magnésium, c'est déjà pas ça mal. Mangez comme dit. Faites traiter vos ouais. hormones, ça c'est capital. On ne fait pas rouler une bagnole de 50 ans sans huile, hein. Je veux dire, voilà, comme j'ai tué une dame de Mmh. 55 ans qui est préménopausée ou ménopausée, ben on met pas d'œstrogène, de progestérone, c'est la catastrophe, hein. Cancer du sein, dépression, prise de poids, enfin voilà. Et donc vraiment, la thyroïde, c'est capital. Un hypothyroïdien, ben il y a tout qui dysfonctionne. Moi j'appelle ça le chef d'orchestre. Quand la thyroïde va pas, il y a rien qui va.
schéma. Tout est au ralenti. Le cerveau, les intestins, le, Ouais, la digestion. également la production d'énergie est au ralenti, et donc ça contribue au burn-out, mais de façon faramineuse. Donc le burn-out, c'est aussi ça. Ouais. Et le burn-in, c'est juste après le burn-out, c'est la même prise en charge, mais plus light. On peut se contacter dans un burn-in, par exemple, de phyto, sans aller vers l'hormono. On met déjà du rhodiola, donc une bonne quantité le matin. Rhodiola, souvent, on dit qu'il faut le mettre avec le safran pour que ça soit encore Ouais, un. tout à Enfin, moi, fait. je sais que c'est Et ce qu'on. alors, Ouais. évidemment, moi, je suis un fanat de l'ashwagandha, qui, entre guillemets, c'est une vue de l'esprit, mais ça résume les choses pour le grand public. L'ashwagandha va monter le cortisol le matin, l'ashwagandha va monter le GABA le soir, donc on va être plus cool pour dormir. Et le Shisandra intéressant également. Également, le basilic sacré, super, super phyto. Le lucuna. Ça, on peut en prendre tout seul ou il faut de l'aide d'un médecin pour pouvoir savoir quelle Je connais dose pas les doses quoi par prendre? cœur, mais voilà, on peut en prendre sans problème. Mais c'est pas que ça. Vous voyez, je fais mon burn-in par de Oui, de toute ouais, façon, il c'est faut un prendre 3, cocktail de 4, plein 5 de molécules choses. différentes pour être efficace. Et de nouveau, ces molécules-là, elles n'agiront pas s'il n'y a pas assez de magnésium. Donc, Ouais. Oui, tout est lié en fait, c'est vraiment et petite parenthèse par rapport à la vitamine C où on nous dit, bois ton jus d'orange le matin, donc déjà, les jus de fruits, il y a pas de fibres, donc c'est cata et en plus dans le jus d'orange en bouteille, comme la vitamine C, se part avec bon, la lumière, il y en a plus, maintenant, on a même des fruits c'est sans un mythe. vitamine C, mais donc quasi plus rien. Donc, croire qu'on va avoir assez de vitamine C parce qu'on mange 5 fruits par jour, c'est du passé, ça. Ouais. D'ailleurs, comme je vous disais, bon, demain j'interviewe Marion Kaplan, donc on va évidemment Ouais. parler du vitaliseur. Vous, c'est quelque chose que Alors, vous utilisez, alors, je dois avouer que que j'en vous ai pas à la maison utilisez? parce que j'ai pas le temps perso de faire la grande cuisine, mais c'est un truc génial, hein. Génial, génial. Vraiment, ça. Je le recommande à mes patients qui ont le temps de cuisiner et qui ont envie de cuisiner. Tout à fait. Donc, on serait vraiment, Bon, on en parlera plus en détail. Super. plaisir. Est-ce que, J'ai hem un autre wifi pour. oui, bah, façon, on arrive à la fin. Un petit mot de la fin pour les personnes qui sont donc en burn-out. Enfin, déjà, celles qui sont un mot de la fin pour ceux qui sont en burn-in et un mot de En la fin pour ceux burn-in, qui donc sont tout en ce que j'ai dit jusqu'à burn-out. présent, nutrition, micronut, compléments, plantes adaptogènes ayurvédiques qu'on appelle ça également. Et pour le burn-out, là, le vrai burn-out, il faut de l'hormono, sinon on n'en sort pas. On reste en burn-out des mois, des années. Il faut vraiment, mais il faut un hormonologue. Ça, je suis désolé. C'est pas, même pas un endocrinologue, un hormonologue. Un endocrino est un diabétologue type 1, traite très souvent, sauf exception, traite très mal les thyroïdes, il ne traite que par T4. Et pour le cortisol, eux, ou c'est blanc ou c'est noir. Donc en gros, où on est en Cushing, ou on est en Addison. Donc Addison plus de cortisol ou Cushing on en a trop. Mais les grilles intermédiaires, ils connaissent pas tous, mais beaucoup ne connaissent pas. Mais attention, ça change. J'ai dans Ouais. mes cours des endocrinos qui viennent suivre des cours. Et donc, je suis super content, super content. J'ai des internistes, des pédiatres, des anesthésistes, j'ai de toutes les spécialités qui viennent suivre. Et ce sont des gens qui ont déjà fait le tour de la médecine classique pendant des années et qui sont déçus de ne pas pouvoir gérer certaines pathologies comme le burn-out et qui viennent pour apprendre plus de choses et pouvoir aider ces patients-là. Mais il faut une formation, je suis désolé. Ouais. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, donc qui veulent vous rencontrer, donc vous avez un site Stéphane Résimont, Resimont. Vous avez écrit plein de livres, dont le dernier Pleine Santé, qui est même à sa 3e édition. Je suis en train Qu'est-ce qu'il y a d'écrire dans la nouvelle la édition? quatrième, je suis en train d'écrire 5e? le chapitre parasitose avec Ah, mon pote OK. Albert, professeur Albert. Ah bah justement, c'était une question que je voulais vous poser justement parce que c'est amusant parce que j'ai entendu dans un podcast que vous parliez de lui et j'ai Génial, écouté un s'entend la podcast il première y a fois. pas longtemps, de lui et je me Et suis j'aurai dit également un c'est chapitre prise en incroyable en fait, charge métabolique du cancer avec les plus grands spécialistes dans le domaine, avec le bleu de méthylène, le CDS, avec des antiparasitaires comme le bendazole et le mebendazole. On va avoir tout un chapitre up-to-date avec des gars qui sont des chercheurs, qui sont à la pointe maintenant. Donc on est en train de rédiger cette quatrième édition, mais c'est un long shot. Hein. Il ne sera pas là avant un an. ouais, petite parenthèse hors burn-out, mais qui intéressera sûrement aussi, enfin moi qui m'intéresse personnellement pour des proches et je pense qu'il intéressera aussi d'autres personnes parce qu'il y a tellement de personnes qui sont touchées par ça. Il y a 4 pathologies que j'entends beaucoup autour de Oui. moi, qui sont l'eczéma, le psoriasis, donc ça, ce que dit le docteur Imbert, Vas-y. voilà, c'est lié à des parasites et du coup,
il faut un traitement particulier Oui, c'est antiparasite. ça. Alors, de nouveau, c'est complexe. Ça dépend quel parasite. C'est les protozoaires, ce sont des vers plats, des vers ronds. On peut aussi taper, j'irai à l'aveugle, hein, sans avoir de test, parce que les tests sont très décevants. Et je peux dire, par Ouais. exemple, oui, enfin voilà. Donc, il faut vraiment penser à une parasitose sous-jacente et un ver dermato, donc, et profond dermato. Oui, c'est ça qui est très intéressant. Ouais, Donc, ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Il a une énorme expérience, comme moi, très clinique. Donc, en gros, il ouais. ne se trompe pas de 36 examens coûteux. Il va droit au but et il fait même des tests thérapeutiques, ce que je fais pour plein de patients. Tout à fait. Et Alzheimer, bon, grâce à l'alimentation, on peut prévenir Alzheimer. Est-ce qu'il y a d'autres choses J'ai pour un, pouvoir justement, pour des personnes. j'ai un- j'ai un superbe cas, il y a 15 jours. Un patient qui m'a envoyé par un couple de Belges retraités au Portugal. Ils ont mon âge, dans la soixantaine. Et lui, il déclenche un Alzheimer depuis un an, confirmé en euros. Tous les tests ont été faits, les tests métaboliques, les mesures au niveau de la base, les scintigraphies, tout, Alzheimer. Il se déglingue rapidement. Et il est venu il y a 15 jours et il est guéri. Le neurologue, non, Waouh. il a vu le neurologue, Je il a crois que vu le ouais. neurologue une semaine avant, il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tous vos tests de cognition qui étaient tous perturbés sont tous normalisés. Il dit comme si vous n'avez jamais fait d'Alzheimer. Or, vous en aviez un, c'est sûr. Comment vous avez fait? L'épouse, alors le gars, c'est fou parce que je lui parle comme on se parle tous les deux maintenant, alors que quand j'avais vu un an avant, j'ai Mm. passé à son épouse. Lui, c'était impossible, hein, de discuter avec lui. Donc, un Alzheimer Ouais. débutant, j'ai bien débutant, ça se guérit. Protocole Mm. Bredesen est amélioré. Il lance Ok. d'autres causes que les 36 causes que Bredesen a découvert il y a 22 ans. Et il faut savoir qu'en médecine, il y a un délai pour la mise pour utiliser des protocoles connus. Le Bredesen, il y a encore des médecins qui ne connaissent pas le protocole Bredesen. Or, c'était publié il y a plus de 20 ans. C'est scandaleux que le médecin traitant ne Mm. connaisse pas le protocole Bredesen pour prendre en charge les Alzheimer ou les prévenir chez les gens qui sont, par exemple, comme moi, PE4. Moi, PE4, en gros, j'ai 6 ans, 8 chances d'avoir un Alzheimer. Je l'aurais pas parce que je suis un protocole pour ne pas l'avoir. Mais la médecine, il y a des progrès faramineux, dingues, qui sont faits. Et malheureusement, on en reste à des séminaires le soir pour les médecins de recyclage, concernant les statines, les antidépresseurs, les trucs, les machins. Euh, Ouais, d'ailleurs, les statines, je lisais ce que vous disiez sur les statines, donc c'est ce qui permet de bloquer le cholestérol. Et j'ai un cas aussi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai une personne dans mon entourage qui prend des statines et qui très régulièrement ne peut plus marcher parce qu'en fait, il a les jambes C'est ce bloquées qu'était en mon fait. père il y a une quinzaine d'années. J'arrive chez lui, il habite 100 km de chez moi. Je vois mon père dans son fauteuil, dans la télé comme ça, alors qu'il était comment sportif jusqu'à ses 19 ans. Et puis je vois à sa compagne, il dit qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, il a été chez son médecin et il a prescrit 3 trucs. Il a prescrit du diazépam parce qu'il dormait mal et prescrit une statine parce qu'il a un cholestérol qui était à 250, on s'en fout complètement. Et il avait une tension artérielle à 15,9. Il a prescrit un antihypertensif. Alors c'est normal avec l'âge, la tension doit monter. Et moi, je suis à 15, 15 et demi, 8 et demi, 9. C'est normal. Je vais pas prendre et donc, donc, on l'a médicalisé. Il était scotché. On a arrêté ça. Une semaine après, il repartait au sport, au vélo, au tennis, et ça. Donc, c'est scandaleux enfin, enfin, j'étais furieux. J'ai engueulé ce Ouais. médecin traitant, comme, pas comme du tout, mais presque. Et depuis, il ne parle plus, évidemment. Mais, et d'ailleurs, par après, il a vacciné 3 fois contre le Covid. Donc, mon père est maintenant grabataire à l'effet secondaire du vaccin Covid. Et donc, ce médecin traitant-là, je peux porter plainte contre lui, là. Dingue. Ouais. Et dernier sujet qui touche énormément de Un personnes, type le 1 ou type diabète. 2? Alors, on peut peut-être de dire aux personnes la Alors, différence c'est une entre le 1 et le maladie, on 2. détruit son pancréas, on n'a plus d'insuline, on traite à l'insuline. Et le 2, c'est une maladie du vieux gros d'avant, qu'on appelle la résistance à l'insuline. On a beaucoup d'insuline dans le sang, mais le récepteur est coincé pour des tas de raisons que je vais pas lister. Et un diabète type 2, ça se guérit. Alors, demain, si le patient a 10 kilos de trop, il faut peut-être un mois et demi, 2 mois. S'il a 20, 40, 50 kilos de trop, il a le temps qu'il est maigri. Mais un diabète type 2 se guérit si le patient le veut. S'il ne le veut pas, il ne guérira pas. Alors, pour le vouloir, il faut faire du sport tous les jours. Sans ça, c'est impossible. Il faut qu'il mange, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il faut débloquer ce récepteur en ayant une bonne flore intestinale, une bonne T3, une bonne DHA, une bonne testo. En ayant également, on peut utiliser du psyllium également. Enfin, il y a tout un protocole. Et je donne des conférences là-dessus, guérison du diabète type 2. Et certains médecins connaissent le diabète type 2, ils donnent la metformine. Ça n'a jamais guéri aucun diabète type 2. Je dis pas que c'est mauvais dans tous les cas, mais c'est prolongé. Donc, en gros,
on fait baisser la glycémie, mais le patient ne guérit pas. Donc, type 2, Mmh. Oui, il y a beaucoup de choses où c'est des pansements, en fait. C'est des pansements, mais du coup, oui, quand on les enlève, ça fait mal. oui, voilà, Mais ça n'a exactement. pas guéri. Un immense merci. J'espère vraiment de tout cœur, que ça va aider beaucoup de personnes et puis, on reste en contact. Bravo vraiment pour tout ce que vous faites parce que, on aimerait avoir, une multitude de médecins comme vous, Merci partout dans le beaucoup. monde. Et à venir, Merci à vous. Ouais, vous avez une belle vue sur la mer, c'est chouette. je remets le Merci kiosque, j'y beaucoup. vais. Au revoir. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.